de produits non conformes représentant une valeur marchande de 8 millions. Ce coup de filet est le résultat de 6 mois de contrôle rigoureux ciblant boutiques, grossistes et marchés. À Kaolack, forte canicule et les tempêtes de poussière de cette semaine ont mis à rude épreuve la santé publique, entraînant une hausse des maladies respiratoires. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et proposent des recommandations pour minimiser les effets néfastes. On le verra. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. D'abord, en plus bref, sachez que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour une visite d'amitié à Abidjan, où il va rencontrer son homologue Alassane Ouattara. Le président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée diplomatique de prise de fonction dans la sous-région. À son départ, il a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le retour du président de la République à Dakar est prévu dans l'après-midi. Le président de la République a reçu hier M. Hadi Hassan, ministre des Affaires étrangères de la Malaisie. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Kuala Lumpur. Le Sénégal et la Malaisie entretiennent d'excellentes relations et pour porter la coopération à un niveau supérieur, le ministre malaisien des Affaires étrangères invite son homologue à Kuala Lumpur pour une visite de travail. Le voici à sa sortie d'audience. Alhamdulillah, I'm very happy today. This is my official visit to Senegal. J'ai eu beaucoup de plaisir à effectuer ma première visite officielle au Sénégal. Je viens de Banjul, où j'ai assisté au sommet de l'OCI. Entre le Sénégal et la Malaisie, il y a beaucoup de similitudes et nous voulons booster la coopération pour qu'elle soit plus conforme aux ambitions que nous avons, ma collègue Mme Yassine Fall et moi. Au cours de cette audience avec le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai tenu d'abord à le féliciter à mon nom propre et au nom du peuple malaisien pour sa brillante élection dès le premier tour. Nous avons également fait le tour d'horizon de notre coopération. Les échanges ont porté sur les secteurs prioritaires dans lesquels nous pouvons renforcer notre coopération bilatérale. Pour ce faire, j'ai invité mon homologue Mme Yassine Fall pour une visite de travail à Kuala Lumpur, laquelle visite nous permettra de passer en revue notre coopération et de signer éventuellement des accords de partenariat dans les domaines, entre autres, de l'éducation et de l'économie. Nous serons également ravis de recevoir le président Bassirou Diomaye Faye en Malaisie et cette visite d'amitié et de travail pourrait se faire dès l'année prochaine. To Malaysia, maybe next year. Face à la menace croissante d'inondations prévue pour 2024, le gouvernement du Sénégal a convoqué un comité national ce lundi pour peaufiner les stratégies de gestion des catastrophes. Objectif, élaborer des solutions immédiates et efficaces pour prévenir et contrôler les dégâts liés à des précipitations exceptionnellement élevées anticipées par le CILS. Amadou Diallo. Anticiper et gérer la question des inondations. Le comité national de gestion est ainsi à l'œuvre. Selon les prévisions du CILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, l'année 2024 s'annonce pluvieuse. En effet, des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes à équivalent sont attendus sur les périodes juin-juillet-août et juillet-août-septembre 2024 dans les bandes agricoles au Sénégal. En outre, des dates de début de saison normale à précoce sont prévues sur la façade de l'Atlantique couvrant le Sénégal. Autant de facteurs qui expliquent la présence de tous les acteurs impliqués dans la gestion des inondations. Une gestion inclusive et participative des inondations, de la gestion des inondations, pour moi, c'est essentiel. Et récemment, j'ai reçu un quartier de Kermassar, le quartier Amdallah, qui fait 7000 habitants, un quartier dans lequel un bassin a été entamé en 2019 et jusqu'à présent qui n'a pas été achevé. Donc c'est une doléance que je viens de poser ici. Notre point de vue, ou bien le point de vue de la commune, comme je peux le dire, était tout simple parce qu'on a vécu deux hivernages actuellement depuis qu'on est maire. Donc on a eu un peu d'expérience par rapport à ça. La première chose qu'on a faite, c'est de faire en sorte que l'eau qui se trouve dans le bassin, parce que le bassin il est exigu, il est petit par rapport à la capacité de la ville. Là,
ville évacue énormément d'eau. Donc nous souhaiterons que ce bassin soit élargi. Une concertation multi-acteurs autour de l'État fondée sur l'anticipation pour trouver des solutions durables aux inondations. Notre mission, c'est d'anticiper, d'essayer d'apporter des réponses en attendant de trouver des solutions plus structurantes. Et c'est à cela que le gouvernement veut aller, plutôt qu'à chaque année de revenir sur les mêmes problèmes pour essayer de gérer au quotidien, au jour le jour, d'avoir des solutions beaucoup plus structurantes, beaucoup plus durables. Et c'est sous une approche qui va mutualiser le travail des acteurs, qui va beaucoup fonder notre démarche sur la concertation, sur l'inclusion et le décloisonnement. Ici, c'est une concertation multi-acteurs où nous avons dit que tous les acteurs, tout le monde peut avoir des solutions. L'État peut mobiliser ses moyens, les collectivités locales aussi leurs solutions et leurs moyens, et les acteurs à la base venir aussi pour donner des contributions. Le réchauffement climatique et l'urbanisation anarchique, entre autres facteurs, concourent à intensifier les difficultés liées aux inondations. Le gouvernement du Sénégal se tient prêt et agit de manière continue pour maîtriser, voire éradiquer les dégâts liés aux fortes pluies, grâce notamment à une approche communautaire. Le comité scientifique du pôle pastoralisme et zones sèches a réuni des experts pour discuter des progrès et des défis du pastoralisme économique pour la sous-région. Ces rencontres annuelles ont mis en lumière des avancées significatives dans la recherche sur les dynamiques territoriales. Lamine Touré. Le pôle pastoralisme et zones sèches en Afrique de l'Ouest perpétue sa feuille de route. Le mécanisme est innovant en ce sens qu'il constitue un outil d'aide à la décision politique à travers une pluralité d'intervenants. Ce comité scientifique annuel traduit la volonté des initiateurs à aller de l'avant et booster davantage les dynamiques territoriales. Dans un contexte de ressources publiques allouées à la recherche de plus en plus limitées, ayant pour conséquence une concurrence accrue entre institutions, l'idée de construire ce collectif de recherche multidisciplinaire et multi-institutionnel, capable de se positionner sur des problèmes majeurs, est un choix stratégique que l'ISRA ne peut qu'approuver et soutenir. L'ISRA est donc aux côtés du CSE, de l'UCAD et du CIRAD pour agir en faveur du développement des systèmes pastoraux et leur insertion dans les économies régionales. Si au début c'était le pastoralisme, la transition, par la suite il y a eu les changements climatiques, les modes de vie et les moyens de subsistance des populations pastorales qu'il fallait inclure dans la richesse des activités thématiques que le PPZS a abordées. À partir de ce moment, le PPZS a enclenché une réflexion très poussée sous plusieurs angles pour proposer des solutions de gouvernance, pour proposer des dynamiques de territoire et de l'intensification de la production pour assurer la sécurité alimentaire. Au-delà, le collectif donne de la matière aux universités nationales. Le PPZS a été à l'origine de la mise en place du master agroforesterie, écologie, adaptation qui vaut aujourd'hui une satisfaction au niveau de l'ICAD. Le PPZS ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a également accompagné l'UCAD dans la mise en place d'un autre master plus spécifique au pastoralisme, à savoir le master pastoralisme et développement. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris part à ce comité scientifique. Il souhaite capitaliser les résultats issus de ces réflexions. En ma qualité de ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, je suis particulièrement intéressé par les travaux de recherche effectués au PPZS par des chercheurs chevronnés. Vos travaux nous permettront d'avoir des données, mais surtout des informations fiables sur des thématiques transversales. J'ai vu dans le programme qu'il y a des communications sur la Grande Muraille Verte pour un pastoralisme durable. Vous le faites pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mais vous le faites également pour l'Agence pour la reforestation et la Grande Muraille Verte. Sur la modélisation d'accompagnement comme outil de gouvernance durable des ressources pastorales, les techniques innovantes pour améliorer la réussite du reboisement en milieu pastoral. Et vous conviendrez avec moi
que ces différentes thématiques sont à la lisière entre, c'est vrai, les productions animales et l'environnement. Le pôle pastoralisme et zones sèches en Afrique de l'Ouest existe depuis 23 ans. Sa dimension diplomatique n'est plus à démontrer car la structure œuvre sans relâche pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, un défi communautaire. À l'approche de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour peaufiner les préparatifs du 16 au 20 mai. Tous les secteurs seront mobilisés pour assurer la réussite de cet événement religieux sous l'œil attentif des différents services engagés. Philomène Constance Diagne-Boy. Ce CRD préparatoire a réuni autorités administratives de la région de Thiès et membres du comité d'organisation de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Des représentants des différents services devant intervenir pour la réussite de ce rendez-vous religieux ont aussi répondu à l'appel. Les points quand même qui méritent d'être soulevés concernent relativement la sécurité, la gendarmerie et la police, même si le pèlerinage doit se tenir au niveau de la zone de la gendarmerie, les marcheurs quitteront différents points qui sont des zones de compétence de la police. Et dans ce travail-là aussi, ils seront accompagnés par les sapeurs-pompiers qui viendront avec les mesures de sécurité civile, notamment à la prévention des incendies, à l'accompagnement des personnes dans le besoin. Et ils le feront en relation avec le secteur de la santé qui a quand même prévu d'installer 15 postes médicaux avancés avec un poste médical avancé qui sera au niveau de Yenne. Relativement à l'eau et à l'électricité, la Sénélec s'est engagée pour que la zone soit hors délestage, des descentes provisoires prévues exécutées et la mairie accompagnée en ce qui concerne l'amélioration de l'éclairage public. La CNO aussi, il y a des points en tout cas qui, l'année dernière, ont fait l'objet d'attention particulière due notamment à la capacité de stockage du forage de Popenguine. Cette année-ci, ça sera renforcé et le dispositif allant dans ce sens aussi est prévu. De la sécurité à la santé, en passant par la distribution de l'eau et de l'électricité, tout a été passé en revue, sans oublier les mesures d'hygiène, de prévention, d'alimentation et d'organisation matérielle. Les mesures d'hygiène et de prévention aussi ne seront pas, en tout cas, laissées en compte. La brigade régionale d'hygiène, après que la SONAGED ait accompagné la collectivité territoriale dans le nettoiement des sites stratégiques devant faire l'objet, en tout cas, d'opérations de nettoiement d'envergure, viendra à mener ces activités de désinfection. Ce qui est de l'organisation matérielle, les diligences à faire l'ont été avec le niveau central et l'expression de besoins du comité d'organisation aussi transmise en tout cas à l'autorité pour une appréciation et éventuellement une exécution dans les délais. Nous savons que les pèlerinages sont des moments de forte consommation, ce qui fait que le marché peut faire l'objet de tensions, mais le contrôle des stocks sera au rendez-vous avec aussi un contrôle de la qualité des aliments, suivi aussi du respect des prix qui sont homologués. Tous les services concernés sont invités à respecter leurs engagements, à souligner que cette rencontre préparatoire fait suite à celle tenue à Signa et à Meaux. Recrudescence des accidents de la route, un phénomène inquiétant. Pourtant, l'État du Sénégal a mis en place depuis 2010 un centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique, une structure qui a formé des centaines de conducteurs d'engins, de gros porteurs et des bus. Grâce à cet établissement, des accidents ont diminué au port autonome de Dakar. Salut Sec. C'est un laboratoire destiné à la formation des métiers portuaires et à la logistique. Le CFMPL, au cœur de Hann Bel-Air, est mis en place pour professionnaliser les métiers des transports. Et depuis son démarrage en 2010, des centaines de jeunes sont formés. Notamment un chariot élévateur, un conducteur de grue, grand routier de véhicules articulés, ça c'est la conduite de marchandises, et le conducteur de transport interurbain de voyageurs. En plus maintenant de l'agent d'exploitation transit quai. Aujourd'hui, ce centre a formé plus de 800 jeunes en formation initiale longue durée. Plus de 1300 jeunes
sur les formations courte durée. Et nous avons renforcé en capacité plus de 20 000 professionnels. Aucun détail n'est négligé pour outiller les conducteurs. Pour ce faire, un simulateur est installé pour mettre en situation les apprenants. La première chose qu'on leur apprend, c'est le code de la route. Comment identifier un panneau, respecter aussi la limitation de vitesse, la réaction du conducteur face à une situation, comment chercher une échappatoire, et voilà, respecter aussi les dispositifs. Quelles sont les choses, les stupéfiants à ne pas prendre pour après prendre le volant. Donc c'est des choses que le chauffeur doit connaître, que le chauffeur doit savoir pour ne pas prendre de risques. Dans l'espace réservé à la manœuvre, une autre partie de la formation s'y déroule. Ici, l'accent est mis sur la maniabilité. Modou Diouf se charge de former ses futures conductrices du BRT. Les manœuvres comme la ligne droite, le slalom, la mise en quai et tant d'autres serments pour manœuvrer. Si on termine les manœuvres, on fait des cours de circulation. On va circuler en agglomération, hors agglomération. En alliant donc la théorie à la pratique, les apprenants maîtrisent les bonnes manières pour une bonne conduite des véhicules. On nous apprend tout, comme vérification externe et interne. En premier lieu, en vérifiant les huiles de refroidissement, le carburant et l'eau, les croix et les fuites, aussi les bouchons et les autres vérifications externes. À l'exemple des pneus, les feux et aussi les essuie-glaces. De véritables professionnels sont formés. Ainsi, ce centre devrait donc pouvoir jouer un rôle déterminant dans le cadre de la sécurité routière. Au niveau du port, il y avait beaucoup d'accidents. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais le constat est là. Depuis l'avènement de ce centre qui forme aussi bien les conducteurs d'engins que les conducteurs routiers, on a vu quand même une réduction drastique des accidents de travail au niveau du port, qui étaient souvent des accidents mortels. Les professionnels aussi ont compris, les entreprises, qui ne cessent de renforcer en capacité leurs professionnels. Nous avons chaque année pratiquement 200 à 300 professionnels qu'on renforce. Là aussi, le taux d'accident est réduit, pour ne pas dire, est passé pratiquement à zéro. C'est minimalisé. Dans certains secteurs, un système de certification est développé pour pouvoir conduire des engins. Cette certification aussi a une durée de vie. Donc on les renouvelle, c'est pour insister encore sur les devoirs et responsabilités du conducteur, qui peut aller jusqu'à une responsabilité pénale, mais surtout toutes les vérifications à faire avant de démarrer l'utilisation de son engin. Et surtout le droit de retrait, c'est-à-dire quand ça présente des risques énormes pour le conducteur et même les autres usagers, il a le droit de dire « je ne conduis pas cet engin ». Et il est protégé aussi par le Code du travail. L'exigence de ces certifications va sans doute diminuer les accidents de la route. Un appel est lancé pour mettre en place une législation qui devrait obliger les conducteurs de gros porteurs de bus de transport et des engins de se former pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans une cérémonie empreinte de solennité, le général de brigade Papa Diouf, haut commandant second de la gendarmerie nationale, a remis le drapeau national au contingent sénégalais prêt à rejoindre les missions de paix de la MONUSCO en RD Congo et de la MINUSCA en République centrafricaine, un moment fort qui souligne l'engagement continu du Sénégal dans la stabilité régionale. Moussa Mané. Cette remise du drapeau marque la fin d'un processus de mise en condition opérationnelle des 3 contingents FPU de la gendarmerie nationale, mais aussi de la formation en vue de leur déploiement en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Occasion saisie donc par le commandement pour revenir sur les buts de la mission et ce qui est attendu de chaque gendarme. 3 contingents de police de stabilisation FPU avec un effectif de 180 éléments chacun. 2 seront déployés en République démocratique du Congo dans le cadre de la MONUSCO et le 3e en République centrafricaine pour le compte de la MINUSCA. Sur leur théâtre d'opération, ils sont appelés à cultiver les valeurs qui fondent la gendarmerie nationale. Au nom du général de division Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhéré, en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la gendarmerie nationale en particulier.
Rappelant leur statut de diplomate, le général de brigade Papa Diouf a insisté sur le comportement exemplaire des contingents précédents. Il a appelé ceux-ci à s'inscrire dans la même dynamique pour relever le défi. C'est ainsi qu'il exhorte les commandants de contingents à suivre et appliquer les règles générales. Les commandants de contingent feront observer une application rigoureuse du Code de conduite des Nations Unies et des règles d'engagement en vigueur. Vous n'userez de la force légitime que de manière graduée, proportionnée et adaptée, conformément aux conventions internationales. De leur théâtre d'opération à des milliers de kilomètres du Sénégal, ces 540 éléments, dont 109 personnels féminins, seront suivis par le commandement. La réussite de la mission repose donc sur les épaules de tout un chacun. La lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime prend une nouvelle dimension avec la deuxième session de formation Safe Port qui réunit des auditeurs de plusieurs pays du Golfe de Guinée à l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Ce programme intensif vise à renforcer la résilience des États face aux défis sécuritaires numériques dans les ports. Moussa Mané. Après un premier niveau de formation sur la cybercriminalité en milieu maritime, les participants sont de retour pour une deuxième session de formation. Ce cours supérieur leur permettra de mieux identifier les éléments de preuve en cas de cybercriminalité en mer. Donc ce niveau supérieur de formation qui va vous être dispensé va renforcer vos connaissances en matière de typologie des infractions, d'éléments constitutifs des infractions, du recueil de la preuve numérique, de sa préservation, de sa transmission aux autorités judiciaires, mais également de la coopération internationale en matière cyber, et également les directives et les échanges de bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles. Financée par la coopération allemande, cette session est organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale basée à Dakar et l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan. Face à l'acuité croissante du phénomène, l'objectif du stage est donc de s'interroger sur la réalité des risques encourus par les acteurs de shipping dans le Golfe de Guinée et prendre connaissance des réponses existantes ou à mettre en œuvre, notamment sur le plan politique, opérationnel et judiciaire. C'est également le lieu de remercier les experts formateurs pour avoir accepté de nous apporter leur éclairage afin de conduire avec efficacité la prévention et la lutte contre le phénomène de la cybercriminalité. En mer, malgré les équipements de pointe, les navires ne sont pas épargnés par les cybermenaces. Leurs systèmes informatiques de navigation peuvent faire l'objet de cyberattaques. Pour mieux coordonner la lutte, il urge pour les États d'adopter des postures préventives. En négligeant l'importance de la lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime, les États risquent de sous-estimer les conséquences graves que les cyberattaques peuvent avoir sur la sécurité maritime, la navigation et même sur la vie humaine. Il est donc impératif que nos États s'investissent dans des ressources humaines de qualité et dans le renforcement des capacités pour détecter, prévenir et répondre par la répression, le cas échéant, aux auteurs des actes de malveillance dans ce monde maritime très stratégique. La lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime est un enjeu majeur pour la sécurité des navires en mer, une menace en perpétuelle évolution, d'où l'anticipation comme un des premiers moyens de prévention. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. Dans un vaste coup de filet sanitaire, les agents des services d'hygiène du département de Tamba ont saisi 5,3 tonnes de produits périmés ou mal conservés d'une valeur de 8 millions de francs CFA après 6 mois d'opération de contrôle intensif. Les inspections ont ciblé des boutiques grossistes et des marchés avec une attention particulière pour les marchés hebdomadaires. Tchorodia Tambakunda. Plus de 5 tonnes de marchandises impropres à la consommation ont été retirées du circuit de distribution à Tambacounda. Cette quantité importante de denrées de première nécessité a été saisie et incinérée par les agents des services d'hygiène du département de Tambacounda. La saisie, c'est au niveau de tout le département de Tamba, au niveau des établissements recevant du public, notamment les boutiques, mais également les marchés hebdomadaires. Il y a beaucoup de produits parce qu'il y a des boissons, il y a
du Nescafé. Il y a divers produits qu'on a saisis au niveau des établissements publics. Oui, pour les auteurs, bon, vous savez que pour nous, pour le code de l'hygiène, bon, les amendes sont des simples infractions de police. On est en train de voir avec le niveau national, ils sont en train de revoir le code de l'hygiène. Parce que pour les amendes varient entre 8 à 18 000 francs. Ouais. Ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine. Pendant 6 mois, les agents des services d'hygiène de Tambacounda ont mené des opérations sur le terrain pour contrôler la qualité des produits distribués et stockés. Il y a des produits périmés, mais il y a aussi des produits avariés. Parce qu'il est important de le noter. Parce que le produit peut être avarié, alors que la date de péremption n'est pas expirée. C'est dû aux conditions de stockage du produit. La farine, elle est expirée. On a saisi 33 sacs de farine pour une valeur de 627 000 francs CFA. Ça, c'est dans la commune de Tambacounda. C'est tout le cumul qui fait 8 604 500 francs CFA. Vous savez que aussi le rôle du service national de l'hygiène, c'est d'abord la sensibilisation. On est en train de sensibiliser aussi les commerçants pour qu'ils puissent, en tout cas, revoir les dates de péremption des produits, mais également faire des visites au niveau des marchés hebdomadaires pour sensibiliser aussi la population. Parmi ces produits impropres à la consommation, des aliments très prisés par les tout-petits, comme les chips, les boissons sucrées et les jus de fruits. C'est pourquoi les commerçants devront veiller sur la vérification des dates de péremption et les conditions de stockage des produits. À Kaolack, une forte canicule accompagnée de poussière a provoqué une hausse des pathologies respiratoires entraînant une affluence record au service de pneumologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse. Face à cette urgence sanitaire, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et proposent des recommandations pour minimiser les effets néfastes de ces conditions climatiques sur la santé. C'est un reportage de Claire Diop. Depuis un certain temps déjà, c'est un pic de chaleur accompagné de pollution qui sévit ces derniers jours ici à Kaolack. Une situation difficile pour les riverains. Côté santé, l'impact est néfaste particulièrement sur celles respiratoires. Un tour à l'hôpital régional de Kaolack a permis de faire le constat. Dernièrement, le taux de fréquentation a beaucoup augmenté. À chaque fois qu'il y a ces pics de pollution, les jours qui suivent, dans les 48-72 heures, on est confronté à à une augmentation du nombre de cas de patients venant pour consultation et même du nombre d'hospitalisations. Donc, surtout pour les crises d'asthme ou pour une exacerbation de bronchite chronique. Pendant cette période, certaines personnes sont confrontées à beaucoup de problèmes de santé. Déjà au niveau de ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, la sphère otorhinolaryngologique, on est confronté à pas mal de cas de poussée de rhinite allergique. Donc des patients qui viennent consulter pour des éternuements, une sensation de démangeaison au niveau des yeux, des narines, avec le nez qui coule, donc, et qui est imputé à effectivement ces pics de pollution. Donc si on en vient également, on a des patients asthmatiques. Alors, question, pourquoi la présence massive d'une telle pathologie dans la zone? Il y a l'effet de l'agriculture avec l'utilisation de certains engrais et également la consommation de tabac, qui fait que donc on a beaucoup de cas de bronchite chronique qui viennent en exacerbation, donc avec des symptômes où on note une majoration de la toux, qui crache un peu plus, parfois des crachats qui sont beaucoup plus sales. Et ça, c'est parfois lié à ces pics de pollution. Ce matin-là, à l'hôpital, nous avons rencontré le vieux Amadouba. Lui, il vient de Kaffrine, précisément du village de Lugiyama, dans le Koungheul. La forte chaleur et la poussière, un duo qui fait souffrir le martyr. Je souffre. J'ai mal partout. J'ai fait des radios et autres analyses pour savoir ce qui se passe. Quand il fait chaud, je suis épuisé. Je respire mal et quand il y a de la poussière, je ne peux pas sortir. Je passe mes journées dans ma case. En journée et la nuit, je dors pour avoir un peu de fraîcheur.
Au vieux Amadouba et autres concitoyens, il est donné de fortes recommandations. Le Sénégal est l'un des pays dotés d'un